matin, Patrick Cohen. Et voici Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Deux affaires et un seul suspect, Nordal Lelandais, déjà mis en examen pour la disparition de la petite Maëlys, peut-être aujourd'hui pour celle d'un jeune militaire à Chambéry. Le point sur l'enquête dans un instant. Les autres titres. En garde à vue également la conductrice du bus scolaire de Millas. Elle maintient sa version, les barrières au passage à niveau étaient levées. Nous écouterons son avocat. Édouard Philippe assume pleinement la réponse du Premier ministre à ce début de polémique. Matignon a payé 350 000 € l'allocation d'un avion privé pour entrer de Nouvelle-Calédonie plus vite et plus confortablement. Des chiffres qui font du bruit. Plus de 200 000 recrutements prévus par les entreprises, puis abandonnés, faute de candidats, étonnant en temps de crise. C'est un problème de compétence, nous dira Nicolas Barré. Et puis, vous êtes au bout du rouleau, ça va bien se passer, c'est la fatigue classique de la fin d'année. Témoignage de salariés épuisés comme vous. Peut-on être en marche sans être godillot? Sacha Houlier fait partie des députés de la majorité qui veulent peser sur le futur projet de loi sur l'immigration du gouvernement. Il sera en direct et en studio avec nous à 8h15. Il sera fixé sur son sort ce matin. Nordal Lelandais, déjà poursuivi pour la disparition de la petite Maëlys, est peut-être mis en examen à nouveau dans une autre affaire, une autre disparition, celle d'un jeune militaire en avril dernier à Chambéry. La garde à vue se termine. Manifestement, Nordal Lelandais est fidèle à sa réputation. Il ne dit rien, ou presque. Mais pour les parents du jeune caporal disparu, il y a beaucoup trop d'éléments troublants. La correspondance de Rémi Pierre. Vont-ils enfin avoir les réponses aux questions qu'ils se posent depuis 8 mois? Les parents d'Arthur Noyer sont en tout cas de retour aujourd'hui à Chambéry. Dès le lendemain de la disparition de leur fils, ils étaient déjà persuadés qu'il n'était pas parti de son plein gré. C'est ce qu'expliquait sa mère, Cécile Noyer, en avril dernier. C'est pas le genre d'Arthur à partir comme ça, sans donner signe de vie. Depuis le début, on se dit il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un élément extérieur. Depuis près de 48 heures, Nordal Lelandais doit en tout cas tenter de s'expliquer sur des points très précis. Sa voiture, une Audi de couleur sombre, apparaît cette nuit-là sur les images de vidéosurveillance du quartier des discothèques. Son téléphone borne au même moment et au même endroit que celui du jeune caporal dans la nuit du 11 au 12 avril, et ce à plusieurs reprises. Les deux appareils se déplacent ensemble entre la boîte de nuit et la sortie de la ville. C'est là vers 5h du matin que le téléphone d'Arthur s'éteint. Enfin, il y a ces sites internet consultés peu après et à plusieurs reprises par Nordal Lelandais. Leur thème inquiétant: comment faire disparaître un corps? Des éléments qui devraient donc déboucher dans la matinée sur une nouvelle mise en examen de l'ancien militaire. Chambéry, Rémi Pierre, Europe 1. Elle vient de passer la nuit en garde à vue, la conductrice du bus scolaire de Millas, longuement interrogée par les gendarmes. Elle maintient sa version, les barrières étaient levées au passage à niveau. Elles étaient plutôt baissées, répond au contraire le procureur de Marseille qui évoque plusieurs témoignages, mais toujours aucune certitude sur le scénario du drame. Écoutez l'avocat de la conductrice, maître Jean Cordoniès. Psychologiquement, elle est absolument, j'allais dire effondrée, elle est détruite psychologiquement, elle est en très mauvais état. Bon, elle a été transférée, c'est que son état va mieux là, donc voilà. Elle a été très ferme et très définitive sur sa version. Je ne sens pas une personne en train de changer de version. Bon, non, elle dit la vérité. Les déclarations du procureur, elles n'amènent rien par rapport à celles qui ont été réalisées il y a quelques jours. Moi, il me semble que ce n'est pas le moment de lancer des polémiques. C'est une journée de deuil. Jeudi, on va enterrer des enfants. Le moment judiciaire viendra. Les investigations doivent être faites, elles le sont, mais sans polémique inutile. Propos recueillis par Mélanie Nounès. Europe 1, il est 8h03. Gabegie ou pas, début de polémique en tout cas à propos du récent voyage d'Édouard Philippe en Nouvelle-Calédonie. Matignon a affrété un avion d'un loueur privé pour permettre au Premier ministre et à sa délégation de rentrer plus vite à Paris. Facture 350 000 € entre Tokyo et Paris, au lieu de voler à bord d'un appareil de l'armée moins confortable. Avec nous, Maxence Lambrec. Édouard Philippe vient de répondre donc à ce début de polémique et il assume totalement. Oui, Édouard Philippe assume, il reconnaît que cette somme est impressionnante, mais ne pouvait pas faire autrement. Nous devions rentrer le plus vite possible à Paris parce que le président devait partir pour un déplacement officiel, explique-t-il sur RTL ce matin, et il n'y avait pas de vol commercial à cette heure-là. Or, nous faisons toujours en sorte que le président ou le Premier ministre soit sur le sol français. Alors pourquoi ne pas utiliser l'avion militaire avec lequel il avait effectué le premier vol, Nouméa à Tokyo? Bien parce qu'il n'est pas conçu, dit-il, pour un vol long courrier. En effet, les sièges ne s'allongent presque pas sur cet A340 un peu âgé. Édouard Philippe dit comprendre les interrogations ce matin, mais rappelle tout de même que le même voyage de Manuel Valls, Premier ministre, en Nouvelle-Calédonie, l'année dernière, il avait coûté 30% plus cher. Maxence Lambrec du service politique d'Europe 1. On passe à l'actualité économique avec des chiffres sidérants, mais qui s'expliquent. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos, la croissance repart, on le dit beaucoup. Et pourtant, des centaines de milliers de recrutements sont tout simplement
abandonnés faute de candidats. Oui, une étude de Pôle emploi que nous publions ce matin révèle que cette année, entre 200 000 et 330 000 recrutements prévus, budgétés par les entreprises, ont dû être abandonnés faute de candidats qui auraient fait l'affaire. Pas assez d'expérience, de métier, de compétences, de motivation, etc. Ces chiffres sont considérables. Il faut les rapporter à ces 200 à 300 000 recrutements abandonnés aux 215 000 créations d'emplois enregistrées l'an dernier. Notre économie aurait, autrement dit, pu créer environ 2 fois plus d'emplois si les entreprises n'avaient pas renoncé à une bonne partie des embauches prévues faute de candidats. Mais ça veut dire quoi, Nicolas? Ça veut dire que les employeurs sont trop exigeants aujourd'hui? Alors ça peut arriver. En période de crise, on recrute plus facilement des périodes surqualifiées, on voit arriver des CV incroyables et donc, quand ça va mieux, certains employeurs restent sur les mêmes niveaux d'exigence. Mais en réalité, le fond du problème est ailleurs, c'est le manque de compétences. Plus il y a de chômage de longue durée comme en France, plus les compétences se perdent. Et puis, il y a un énorme sujet de formation. Le gouvernement prévoit d'investir près de 15 milliards d'euros pour cela. Sans cette remise à niveau, la France risque de laisser passer des marchés, des contrats, de la croissance. C'est le chantier de la ministre du Travail pour les mois et même années qui viennent. L'éclairage de Nicolas Barré. Aux États-Unis, c'est une victoire pour Donald Trump. Sa grande réforme de la fiscalité est quasi adoptée par le Congrès. La plus grande baisse et réforme des impôts, tweet fièrement ce matin le président des États-Unis. On passe à l'actualité sportive avec du tennis et le pari fou de Marion Bartoli. Plus de 4 ans après sa retraite, la Française annonce son retour sur le circuit à 33 ans. Un message posté hier sur son compte Instagram. Marion Bartoli qui espère être prête pour la mi-mars, le tournoi de Miami. Une sacrée aventure. Écoutez l'ancien DTN du tennis français, Patrice Ageloer. C'est un immense challenge qu'elle se crée là. C'est vraiment quelque chose de très très difficile parce que elle est passée non seulement par de l'arrêt, mais elle est passée par des soucis physiques. Il faut voir comment ça va se passer, la période d'entraînement, les efforts qu'il va falloir consentir. Vraiment, il y a beaucoup de travail pour retrouver un niveau correct. Peut-être que ça va lui faire du bien de se retrouver dans cette ambiance qu'elle a aimée pour ensuite pouvoir se faire plaisir, c'est-à-dire gagner des matchs. Et ça, c'est vraiment pas gagné d'avance. Il faut vraiment en tirer un coup de chapeau, parce que ça va pas être facile. Un propos recueilli par Julien Froment. Il est 8h09, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas, c'est cette étude sur les atteintes sexuelles dans les transports en commun. Publié ce matin par l'Observatoire national de la délinquance, nous parlons de frottement, d'exhibition, d'attouchement. C'est l'enquête du 8h. Avec un chiffre, 267 000 personnes disent avoir été victimes au cours des 2 dernières années, mais elles n'ont pas forcément porté plainte. Un phénomène qui touche principalement les transports en commun d'Île-de-France. Nous partons dans le métro parisien avec une brigade qui traque justement ce qu'on appelle les frotteurs. Reportage Justin Morin. Gare de l'Est, heure de pointe. 2 hommes et une femme montent dans le métro. L'un d'eux, jean, manteau noir, capuche sur la tête, reste posté à une entrée. Il faut se rendre dans la masse. Il faut être un usager comme monsieur et madame tout le monde. Il faut être très 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 naturel. Sinon, ils peuvent nous repérer. À peine le train parti, le policier en civil et ses 2 collègues se mélangent à la foule des passagers immobiles. Situation idéale pour les agresseurs sexuels traqués par la brigade. Plus il y a de monde, plus c'est serré. Donc ils profitent du freinage, de l'accélération et tout ça qui crée des mouvements, qui fait bouger les gens pour se protéger à ces moments-là. Et cela peut être avec leurs mains ou directement avec leur sexe. Leur comportement est clairement identifié. Ils agissent principalement dans le nord de Paris aux heures de pointe. Et pour les surprendre, premier indice, il faut surtout observer le regard des suspects dans leur bulle. Les 3 policiers en ont d'ailleurs repéré un. Il va se concentrer pour regarder que des derrière de femmes. Et à chaque fois, il va monter derrière une femme. Il va changer de porte. On va arriver à la station d'après, il va rechanger de porte pour repartir sur une autre femme. Et ainsi de suite, il faut le suivre jusqu'à ce que vraiment ce soit établi. Donc là, on va essayer de se rapprocher de lui à la prochaine station. La filature commence, l'homme marche dans les couloirs, sort dans la rue, puis s'engouffre à nouveau dans le métro. On l'a repéré, c'est quelqu'un qu'on connaît. Il erre dans les stations de métro comme la 4, la 5, la 13 aussi, puis même les RER. L'homme a déjà été arrêté à plusieurs reprises. Cette fois, il disparaît au détour d'un couloir. Les policiers continuent leur ronde. En moyenne, ils réalisent une interpellation par jour liée à une agression sexuelle. Mais dans la plupart des cas, les victimes ne portent pas plainte. Leur dossier ne représente qu'1% des affaires de délinquance dans les transports. Un chiffre en dessous de la réalité pour Amandine Matricon-Charlot, chef de la Sûreté régionale des transports d'Île-de-France. Certaines femmes, sous le poids d'une certaine honte, ne vont pas déposer plainte. Ce sentiment que ça ne servira à rien. Les résultats démontrent qu'au contraire, le fait que les transports en commun soient protégés par de la vidéosurveillance nous permet de belles réussites dans les enquêtes policières en matière d'agression sexuelle. Une réussite soutenue par la création il y a 2 ans d'un groupe d'enquêteurs spécialisés dans ce type de délit chargé de prouver les agressions. Une fois devant la justice, les frotteurs risquent jusqu'à 5 ans de prison ferme. L'enquête du 8h signée Justin Morin. Vous êtes peut-être sur la route du travail, en retard, pas franchement motivé, il fait froid, c'est l'hiver, bref. La traditionnelle fatigue de fin d'année, rassurez-vous,
vous n'êtes pas seul. Illustration avec ce reportage de Pauline Jacot. Énergie, sourire, dynamisme. C'est ce que vous vante le jeune patron de cette start-up spécialisée dans les lunettes, oui. Mais la fin décembre, ça devient plus compliqué. Au fond de l'open space de 40 personnes, Aude est installée au bout de la dernière rangée. On est tous à bout. On sent que l'ambiance est encore bonne parce qu'on s'entend bien. Mais les gens sont beaucoup plus sur la défensive. La moindre petite remarque, ça passe pas. Il est temps de se reposer. Face à elle, 2 chaises sur la gauche. Idriss travaille au service export. Décembre, c'est le pic des ventes à l'étranger. Il faut aller plus vite, il faut être beaucoup plus réactif. Et puis les préparations des fêtes, les deux qui s'accumulent, ça fait une grande fatigue. On la ressent là. Dernier coup de collier pour Anaïs aussi qui planifie ses dernières réunions de l'année. J'ai hâte d'être en vacances, Noël en famille. C'est grosse bouffe et pas du tout reposant, non. Je reviens encore plus fatiguée quand je suis partie. Contre la fatigue, c'est Tilda, dit-on, qui a les meilleurs conseils. Moi, je mange beaucoup de fruits. Par exemple, en ce moment, le kaki, poire, des pommes, enfin voilà, surtout les fruits de saison. 3 jours encore à patienter, 3 jours pour boucler vite les derniers projets avant de partir en vacances et de revenir le 2 janvier pour commencer à travailler déjà aux objectifs de l'année prochaine. Pauline Jacot. Et puis du cinéma, pour finir, jour de sortie et pas mal de dessins animés pour les fêtes de Noël. Et venu des États-Unis, voici Ferdinand, ou l'histoire d'un petit taureau, un taureau qui parle, oui c'est un dessin animé, et qu'il a fallu doubler avec des voix françaises. Mathieu Charrier vous emmène en coulisses, reportage dans un studio en banlieue parisienne. Lorsque le film arrive au studio de doublage, c'est sous la forme d'un fichier playback sans aucune voix. Les personnages bougent leurs lèvres, mais aucun son ne sort de leur bouche. Léa Camilleri, qui doit doubler une journaliste espagnole, s'installe donc dans une petite cabine noire, micro devant la bouche, face à l'immense écran de cinéma, et écoute les conseils de Barbara, la chef de projet. Un écran sur lequel est diffusée l'image et sur lequel, en dessous, est diffusée ce qu'on appelle la bande rythmo. Ce sont les phrases que tu vas avoir à dire au moment où ça passe à la barre rouge verticale qui est ici. Est-ce que tu veux te lancer et essayer ? Ouais, bien sûr. Scène de chaos à Madrid aujourd'hui, quand un troupeau de taureaux en fuite a déboulé dans les rues de la ville. Pense qu'elle est à la télé et qu'elle a... Voilà, elle est un peu plus musclée, tu vois. Incroyable rebondissement, le plus féroce des taureaux a été attrapé. Il affrontera El Primero pour son ultime combat. On va passer à l'accent espagnol. Scène de chaos à Madrid aujourd'hui. Et une dizaine de prises plus tard, la séquence est en boîte. Il affrontera El Primero pour son ultime combat. Au final, pour doubler l'ensemble du film Ferdinand, qui dure 1h46, il a fallu une dizaine de jours d'enregistrement en studio. Depuis quelques années, les doubleurs professionnels ont été remplacés par des acteurs connus ou des influenceurs, car ils assurent ensuite la promotion du film dans les médias. Et sans accent espagnol, c'était Mathieu Charrier. Merci à vous, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe.